Je crois qu'on peut commencer. Merci pour les messages dans les chats. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous être joints à nous. Bonjour, bon après-midi, où que vous soyez. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement de notre deuxième webinaire, qui est le deuxième d'une série d'échanges d'apprentissage organisés dans le cadre de l'initiative IBACID, avec un objectif clair: créer un espace de partage d'expériences concrètes entre organisations de soutien à l'entrepreneuriat, entre facilitateurs d'écosystèmes et innovateurs numériques. Je m'appelle Leva Rouhani et je serai la modératrice de la session aujourd'hui. Quelques petites notes de logistique avant de commencer. La session durera environ 90 minutes et elle sera enregistrée. Si vous devez partir à la fin ou avant que nous terminons, l'enregistrement sera disponible sur la plateforme IBACID et le lien se trouve dans le chat bientôt. Si vous avez des questions pour nos intervenantes, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de questions-réponses à tout moment. Vous la trouverez en bas de votre écran et nous essayerons d'en aborder le plus possible pendant la partie de discussion vers la fin de la session. Ce webinaire se veut un espace d'apprentissage collectif. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et points de vue dans le chat tout au long de la session. La session aujourd'hui portera sur l'utilisation des outils numériques pour renforcer le soutien entrepreneurial en Afrique de l'Ouest. J'ai le grand plaisir de passer la parole à Caroline Guidman, spécialiste du partage des connaissances chez Expertise France, pour ouvrir officiellement cette session et nous en dire un peu plus sur le projet de IBACID. Merci Caroline. Merci Léva. Bonjour à tous. Alors oui, je tenais à vous souhaiter tout d'abord la bienvenue au nom d'Expertise France et plus largement au nom de toute l'équipe du programme IBACID. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux pour ce second webinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de participants béninois, donc merci à vous. Et avant de s'intéresser aux outils digitaux permettant d'améliorer le soutien apporté aux jeunes entreprises, je voulais juste vous dire quelques mots sur le programme IBACID, notamment pour ceux qui ne nous connaîtraient peut-être pas encore très bien. Donc, c'est un programme IBACID financé par l'Union européenne et les gouvernements français, allemands et slovaques, et qui est mis en œuvre par 5 agences des États membres de l'Union européenne. Donc, il y a Expertise France, Enabel, la GIZ, SIDC et SNV. Ce programme, il a été lancé dans le cadre de l'initiative européenne IYBA, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui a pour objectif de soutenir les startups et les jeunes entrepreneurs en Afrique. Nous travaillons au renforcement des écosystèmes entrepreneuriaux, notamment dans 5 pays qui sont le Bénin, le Kenya, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Togo. Et dans chacun de ces pays, nous avons des équipes et un plan d'action dédié pour ces pays. En plus de ces activités au niveau national, nous proposons des activités internationales qui peuvent inclure d'autres pays, et ce qui nous permet d'assurer une cohérence régionale entre les activités pays et de promouvoir un plus grand partage des connaissances au niveau international, qui est l'un aussi de nos objectifs. Aujourd'hui, donc, nous sommes là pour le second webinaire de notre série sur la technologie et l'innovation, qui s'adresse plus particulièrement aux acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux travaillant en Afrique de l'Ouest. Mais nous proposerons d'autres échanges sous des formats qui pourront être différents. Par exemple, donc, il y aura des webinaires, mais aussi des formations, des échanges entre pairs, et ce sont des échanges qui seront principalement en ligne et bien sûr gratuits. À côté de ça, on aura aussi donc des échanges qui couvriront d'autres thématiques, et ces thématiques pourront évoluer tout au long du projet. Sachez aussi que dans notre but de faciliter l'accès à l'information sur le développement des écosystèmes entrepreneuriaux au plus grand nombre, nous avons créé une plateforme dont Léva a parlé, qui s'appelle ibacid.eu et dont on va vous mettre le lien dans le chat. Et sur cette plateforme, vous trouverez
un certain nombre de ressources sur les écosystèmes entrepreneuriaux et à la fin du webinaire, vous trouverez un résumé des échanges d'aujourd'hui. Le résumé d'ailleurs de notre premier webinaire est déjà disponible sur notre plateforme. Donc, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais m'arrêter là et voilà, j'ai le plaisir de laisser la main à l'Eva et à nos intervenants pour leur présentation passionnante. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Donc, la session d'aujourd'hui portera sur les outils, les échanges d'expériences et les stratégies pour adapter les modèles d'accompagnement des entrepreneurs. On le sait, les entrepreneurs en phase de démarrage sont des moteurs importants d'innovation, d'emploi et de transformation locale. Mais beaucoup d'entre eux, notamment les jeunes, les femmes et ceux qui évoluent dans le secteur informel, continuent de faire face à des défis majeurs. L'accès à des ressources, à des marchés, à de l'accompagnement, mais aussi à des outils numériques adaptés reste limité. Dans ce contexte, les organisations de soutien à l'entrepreneuriat jouent un rôle essentiel. Elles sont souvent les premières à répondre aux besoins concrets des entrepreneurs, à offrir un appui de proximité et à créer les conditions pour que ces entrepreneurs puissent réussir. Et justement, la transformation numérique ouvre de nouvelles possibilités pour ces organisations, pour élargir leur portée, adapter leurs services et accompagner plus efficacement les parcours entrepreneuriaux. Mais cette transition ne va pas de soi. Elle pose des questions importantes. Quels outils sont les plus utiles? Comment les rendre accessibles dans des contextes de faible connectivité? Et comment éviter que le numérique n'exclue davantage ceux qui sont déjà marginalisés? C'est autour de ces questions que nous allons échanger aujourd'hui. Nous allons entendre des expériences concrètes du Bénin et du Sénégal. 3 intervenantes partageront leur approche et des leçons tirées de leur pratique. Donc, nous commencerons avec une mise en contexte par Capucine Gonard d'Enabel, puis nous aurons 2 retours d'expérience de terrain avec Concret au Sénégal et Blolab du Bénin. Sans plus tarder, je vous présente Capucine Gonard. Capucine Gonard est une professionnelle engagée qui travaille depuis plus de 10 ans à l'intersection du développement économique, de l'innovation et de l'appui à l'entrepreneuriat en Europe comme en Afrique. Capucine est actuellement chef du projet et lead expert chez Enabel, l'agence belge du développement, où elle coordonne des initiatives ambitieuses sur le renforcement de l'accompagnement des écosystèmes entrepreneuriaux. Elle a notamment piloté des projets multi-pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord autour du soutien aux startups, de la montée en compétences des structures d'accompagnement et du renforcement des chaînes de valeur locales par le numérique. Capucine travaille main dans la main avec les acteurs du terrain tels que hubs d'innovation, incubateurs, fonds d'impact, structures publiques ou bailleurs pour favoriser l'émergence de soutien durable, inclusif et adapté aux contextes locaux. Avec une solide formation en stratégie et management international et une capacité reconnue à créer des passerelles entre institutions, entrepreneurs et partenaires techniques, elle apporte une vision à la fois opérationnelle et stratégique sur les dynamiques de développement économique via l'innovation. Merci Capucine, je passe la parole à vous. Merci Eva, merci Caroline et bonjour à tous. Donc effectivement, je suis contente de voir tous nos participants, beaucoup du Bénin, c'est un pays que j'aime beaucoup, mais également du Togo, du Sénégal. Alors l'idée ici, c'est que je vous présente un peu une image ou un paysage de ce qui se fait en termes d'outils numériques avec vraiment des gros constats et des réflexions qui pourront servir à animer la discussion qu'on aura après dans l'échange questions-réponses. Il y a énormément de gens donc, qui viennent des pays francophones. Surtout, n'hésitez pas à partager vos propres expériences avec les outils que vous avez ou les difficultés, les opportunités dans ce secteur-là. Et je laisserai surtout le soin à mes copanélistes Babacar et Francis de partager des exemples très concrets, même si bon, je pourrais en parler rapidement de quelques-uns. La slide.
Encore. Voilà, donc le premier point, c'est vraiment déjà de quoi on parle. Parce que vous en avez peut-être fait l'expérience, mais quand on dit, moi j'ai un super outil digitalisé avec lequel, je fais le suivi de mes entrepreneurs, une personne, pour elle, ça veut dire WhatsApp, pour une autre, c'est vraiment tout un tableau de bord intégré, hyper sophistiqué et complexe. Donc il faut vraiment savoir de quoi on parle, avec qui et que quand vous avez une discussion par rapport à ces outils numériques, de vraiment bien être aligné avec la personne que vous avez en face de vous. Mais d'une manière générale, un outil numérique, c'est l'ensemble, que ça soit des applications, des plateformes, des systèmes ou des interfaces technologiques. C'est ça, qu'ils soient hors ligne ou en ligne, c'est ça, un outil numérique. Ils peuvent être à la fois passifs, donc on est sur tout ce qui est base de données ou gestion client, ou interactifs. Et là, c'est tout ce qui est plateforme de e-learning, les communautés en ligne, où là, on est sur vraiment de l'interaction. Et le dernier point, c'est qu'ils peuvent être très sophistiqués, donc comme des plateformes totalement intégrées comme Notion, Airtable, avec le petit plus que maintenant on peut même intégrer de l'IA dessus, ou très simple comme un Google Doc ou WhatsApp. Donc, un outil, c'est très large. Le deuxième point, c'est pour qui? Le ciblage est essentiel dans cet outil et la majorité des outils numériques qu'on voit sont à première vue, en tout cas parce que là on est sur les outils numériques pour l'écosystème entrepreneurial et les structures d'appui à l'entrepreneuriat. Donc un des premiers bénéficiaires, c'est la structure d'appui ou les organisations d'appui. Le deuxième bénéficiaire, c'est les coachs. Les coachs et mentors utilisent énormément les outils pour faire le suivi de leurs entrepreneurs, pour les prises de notes, pour même automatiser certaines de leurs tâches. Le troisième acteur, c'est l'entrepreneur lui-même. Et c'est ça qui sera intéressant dans les exemples que vous présenteront Babacar et Francis. L'entrepreneur vraiment utilise l'outil qui lui est donné grâce au biais de la structure d'appui. Et le dernier gros acteur, c'est bon, tout ce qui sont les acteurs de l'écosystème. Donc, on a les bailleurs parce qu'il faut vraiment faire du rapportage et les outils permettent de systématiser ça, mais ça peut être également d'autres acteurs de l'écosystème comme les acteurs institutionnels, acteurs financiers et autres. Slide. Donc, ces outils, maintenant, on les utilise pourquoi et dans quel but? Donc, il y a à peu près 5 grandes finalités de pourquoi on utilise ces outils. Alors, un outil peut parfois répondre à une fonction, comme un outil peut répondre à plusieurs fonctions d'un coup, hein. Donc ça, il faudra vraiment le cibler quand c'est au niveau du choix de l'outil. Mais en gros, la première fonctionnalité, c'est vraiment la structure et le suivi, que ça soit de votre équipe, que ça soit de programme, que ça soit d'entrepreneur. Le deuxième grande fonction qu'on constate, c'est tout ce qui est l'engagement et l'animation. Donc, on utilise un outil numérique pour gérer des espaces communautaires, pour animer des communautés ou des plateformes. Le troisième point, c'est l'outillage et l'autonomisation. Donc là, on est plus sur de la formation. On utilise des outils pour faciliter l'accès aux formations. Donc là, on est beaucoup sur du e-learning ou du micro-apprentissage avec les systèmes de Learning Management System. Et les deux derniers points, c'est tout ce qui est la mesure d'impact. Ça, c'est vraiment important au niveau d'une structure d'avoir les outils suffisants pour faire de la mesure d'impact et d'apprendre de, de, de ce constat pour améliorer en fait ses services et ses produits. Et le dernier point, c'est gérer les finances. Souvent, c'est pas mis dedans, mais un outil est essentiel pour avoir une comptabilité, on va dire, transparente, pour un suivi financier aussi qui est intégré et accessible. Ce qu'on observe dans les structures les plus matures, c'est qu'il y a vraiment 4 fonctions qui reviennent constamment. C'est tout ce qui est orchestrer les équipes et les parcours. Donc, il y a vraiment l'utilisation de l'outil pour soit gérer son staff interne, soit gérer les parcours d'incubation et donc les entrepreneurs, les bénéficiaires. Il y a également toute la fonction de la diffusion du savoir. Et là-dessus, d'ailleurs, Concret le fait très bien, hein. Toutes les semaines, il y a la minute Concret où ça permet vraiment de véhiculer en fait ce qui se passe, que ce soit dans l'écosystème ou au niveau de la structure. Qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine? Qu'est-ce qu'elle a fait ce mois-ci? Le troisième point, c'est capturer la réalité du terrain. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui permettent en faisant une note vocale, on peut la transcrire automatiquement et ensuite la mettre dans d'autres outils comme par exemple Notion pour avoir le transcript et garder
et garder en fait les notes d'une discussion qui s'est faite par exemple entre un coach et un entrepreneur ou tout simplement un bénéficiaire dans une région précise du pays. Et le dernier point, c'est la cartographie de l'écosystème, où on a un suivi vraiment en temps réel, que ça soit des alumni, des mentors, des entrepreneurs et des acteurs de l'écosystème et leur évolution. Et j'accentuerai sur 3 points. Quand il s'agit de sélectionner un outil, il faut évidemment sélectionner la fonction, mais également voir la maturité du porteur de projet. Donc, en fonction de l'entrepreneur que vous ciblez, la fonction que vous allez développer avec l'outil va différer. Pareil au niveau de la capacité interne de la structure. En fonction de votre capacité interne, l'outil que vous allez utiliser et sa fonction, parce que là, c'est des propositions de fonctions, hein, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, mais de choisir vraiment la fonction qui vous est prioritaire. Et le dernier point, c'est la valeur ajoutée de cet outil à chaque étape du parcours, que ce soit en interne ou dans vos programmes d'accompagnement. Slide. Bon, sachant que moi, j'ai un temps assez réduit, je ne resterai pas beaucoup sur les outils et les fonctions. De toute façon, je pense que la présentation vous sera partagée et on peut rentrer beaucoup plus en détail durant la discussion. Mais aujourd'hui, il y a une multitude d'outils. Franchement, il y a une multitude d'outils qui a beaucoup évolué. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les fonctions. Vous les voyez, ils sont listés. Bon, ça, c'est la majorité des outils qui sont très utilisés sur le continent africain, mais aussi sur le continent européen et ailleurs. Chaque outil a sa fonction et l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'outil qui est le plus optimisé sur ce que vous voulez faire et de le choisir, comme je disais, en fonction de votre ciblage et en fonction de la maturité de votre structure. Slide. Et je finirai vraiment cet état des lieux par l'évolution en fait des outils numériques. Donc, en gros, il y a vraiment eu un avant et un après Covid, mais ça, je pense que je surprends personne. Avant Covid, on était vraiment sur l'utilisation d'outils de manière un peu gadget. Voilà, on faisait quelques posts sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas de stratégie derrière. Il y avait quelques webinaires ont commencé, et puis tous les outils collaboratifs où sur un même document, plusieurs personnes peuvent travailler. Le Covid a fait qu'il y a eu une explosion de tous les outils de gestion de projets, mais également de rencontres, et de systèmes pour les meetings, hein, Zoom, les plateformes de e-learning. Mais ça s'est fait d'une manière relativement improvisée. Donc, rien n'était encore structuré. Et depuis là, ces quelques dernières années, tout se structure. Donc, tout devient un petit peu plus techniquement qualitatif et structuré. Mais l'émergence de l'IA est en train de rechanger la donne. Et c'est là où c'est très intéressant de voir vraiment la plus-value de l'IA qui fait qu'on passe d'une économie de plateformisation, c'est-à-dire que vous avez accès à de l'information via des plateformes, que ça soit au niveau des formations, que ça soit au niveau de qu'est-ce qui se passe dans un écosystème, que ça soit au niveau d'accès à des bases de données, à des conversations augmentées. Donc là, on est vraiment dans comment l'IA peut participer à une discussion en ligne entre son entrepreneur et son mentor et ajouter de la plus-value à cette discussion. Là, vraiment, on change de scope sur les outils. Slide. Donc maintenant, je vais vous faire part de 4 réflexions, qui, encore une fois, hein, c'est réflexion, c'est-à-dire que ça peut initier la discussion après les présentations. La première, c'est que ce n'est pas le manque d'outils qui freine la transformation numérique des structures, c'est le manque de stratégie d'intégration et de capacité d'absorption. Je m'explique. Slide. Dans ce domaine, quand on parle d'outils numériques, il y a une double fracture. La double fracture, elle se fait premièrement entre l'infrastructure et l'usage. Bon, on est tous au courant que la connexion Internet marche beaucoup mieux à Cotonou qu'à Parakou ou Natitengu. C'est la même chose dans tous les pays voisins. Donc, en fait, il y a ce clash entre l'infrastructure disponible et l'utilisation des outils. Si on s'habitue à développer un service sur un outil qui est relativement lourd et qui a besoin d'une bande passante importante et qu'on peut avoir dans les villes, les capitales, et qu'ensuite on se dit, bah, c'est bien, j'ai développé mon produit, mon service, mon offre comme ça. Donc, ça veut dire que dès que je change et que je vais dans une autre petite ville, je peux l'implémenter comme je fais dans la capitale. Non. Et ça, c'est très grave parce que l'impact va être assez important parce qu'en fait, utiliser Zoom à la Titengu,
bah, ça va ramer, ça va pas se connecter et en fait, ça va faire que l'entrepreneur qui doit se connecter avec son coach sur Zoom, il va pas y arriver, il va finir par se désengager. Donc, il faut vraiment faire attention à l'infra disponible, l'outil, qu'est-ce qu'il demande en termes de bande passante et en termes de base technique et évidemment la cible, encore une fois. Mais la cible en termes de l'entrepreneur, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui préfèrent utiliser WhatsApp, ils sont beaucoup plus adaptés, mais également la zone géographique. La deuxième fracture, c'est ce clash entre ce qu'on peut dire les structures numérisées vs les structures digitalisées. Quand on parle de structure numérisée, c'est que la structure, en fait, a numérisé une tâche. Et un exemple qui est assez connu, c'est l'archivage. L'archivage, on a toujours fait de l'archivage papier. Et depuis ces dernières années, maintenant, l'archivage est passé numérisé. Pareil, ta comptabilité, tu la faisais sur un petit cahier. Aujourd'hui, tu l'as fait sur un système, un Excel ou autre système, tu as numérisé. Par contre, une structure digitalisée, il y a eu toute une réflexion de stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de digitaliser une tâche ou numériser une tâche, c'est vraiment de changer toute la stratégie autour du numérique et de faire en sorte que tous les processus soient digitalisés, mais également la relation que vous avez entre vos acteurs, que ce soit les bénéficiaires des entrepreneurs, mais également vos partenaires. Et là, on est sur une structure digitalisée. Et c'est ça vraiment qui est l'enjeu aujourd'hui, plus que de parler de numérisation. Slide. La deuxième réflexion, c'est le fait que numériser un accompagnement inefficace ne le rend évidemment pas efficace. Pareil, un outil utile est un outil utilisé. Slide. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que, bon, on l'a toujours entendu, cette phrase que le digital n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, mais c'est un fait. C'est-à-dire que le numérique ou le digital ne va faire que mettre en lumière. Donc, si vous avez un accompagnement de mauvaise qualité, il mettra en lumière ce côté de mauvaise qualité. Par contre, si vous avez un accompagnement de très bonne qualité, il va valoriser ce qui est déjà bien conçu et le rendre encore plus accessible, agréable et user-friendly pour l'entrepreneur ou même les partenaires. Donc, c'est vraiment très important qu'avant d'adopter un outil numérique, chaque structure vraiment doit se poser sur sa mission et sa vision, les parcours qui sont en cours et les processus, et de vraiment travailler sur ce contenu. Pareil, d'identifier certains points de friction et de voir également comment peut-être le numérique peut fluidifier ces points de friction, mais qu'il y ait vraiment toujours une valeur ajoutée. Je suis totalement contre dire il faut que tout le monde se digitalise, etc. Non, si fondamentalement dans votre organisation le digital n'apporte rien, n'allez pas digitaliser vos processus. Point. Il faut vraiment identifier la valeur, que ce soit pour votre bénéficiaire, pour vos partenaires et pour vous-même. S'il n'y a pas de valeur, restez comme vous êtes. Slide. Troisième réflexion, c'est le vrai levier, si on parle des communautés, parce qu'il y a beaucoup de groupes et de communautés qui sont en ligne, c'est que le vrai levier, c'est la communauté, pas l'outil. Slide. Ce que j'entends par là, c'est que on peut faire autant de groupes WhatsApp qu'on veut. Et d'ailleurs, je suis certaine que dans l'audience, vous êtes comme moi dans au moins 10 groupes WhatsApp qui bourbouillent. Il y a toujours 50 000 messages à la fin de la journée. Mais en fait, un groupe WhatsApp, c'est bien. Après, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il apporte de la plus-value? Est-ce que, il est bien géré? Ça, c'est toute l'autre question. Et donc, c'est très important que pour faire fonctionner, une communauté, c'est la communauté elle-même. Donc, il faut vraiment que dans ces groupes WhatsApp, on va dire, on ait vraiment des animateurs, connecteurs humains qui renforcent toujours ce lien et qui donnent ce sentiment qu'on n'est pas juste dans un groupe en ligne qui discute et puis on se fait submerger par les messages, mais qu'il y a vraiment un fil conducteur à tout ça. Et par exemple, si on prend voilà, un groupe de femmes au Togo, entre peut-être 100, 300 femmes, il n'y a ni site web, ni système super complexe de LMS. On est vraiment juste sur un groupe WhatsApp. Mais par contre, il y a une trame directrice. C'est-à-dire que le lundi, une animatrice, donc ça peut être sur une rotation, hein, une animatrice du groupe va lancer un défi business de la semaine. Donc il y a un but précis, ça c'est très important, il y a une structure avec une ressource PDF qui va expliquer un peu le défi de la semaine.
Il y aura un retour vendredi sur qui a le mieux réalisé son défi business et une mise en avant le dimanche. Ici, vous voyez, il y a une chronologie, il y a une structure et il y a une animation qui fait que les gens vont être engagés parce que tu vas leur parler dans leur vie réelle de ce qui se passe. Slide. Et le dernier point, bon, il sera évidemment évoqué par mes copanélistes, mais c'est l'éléphant in the room, c'est l'IA. Et cette question, et si l'IA était le prochain coach entrepreneurial, bah, je vais tout de suite vous répondre, oui, il l'est déjà. Honnêtement, il l'est déjà. Il y a actuellement des startups et des structures privées qui en sont en train de développer des avatars purement sous IA qui vont eux-mêmes réagir, interagir avec un entrepreneur et savoir répondre parfaitement aux questions des entrepreneurs. Donc, c'est là. Par contre, slide, l'IA ne remplace ni le terrain, ni le lien, ni le sens. Et ça, c'est essentiel vraiment que ça ne soit pas juste une phrase gentille, jolie dans la tête de tout le monde en se disant bah oui, c'est une évidence, mais que ça reste parce que c'est comme ça qu'on va réussir à opérationnaliser l'IA tout en gardant notre plus-value. Ça, c'est essentiel, vraiment. L'IA, elle peut faire plein de choses, on le voit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un atelier aujourd'hui, quand j'y vais, il n'y a pas quelqu'un qui a au moins une page sur son ordinateur ouvert sur ChatGPT pour faire une recherche, écrire un mail, euh, faire une fiche, enfin, tout le monde est dessus. Donc, c'est un fait. Et c'est très bien, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Donc, elle peut accélérer les synthèses de fiches, elle peut aider les coachs à formaliser, synthétiser leur intervention, elle peut nous donner des canevas sur, par exemple, les business plans, elle peut nous donner des premières idées sur un certain type de business, elle peut nous faire des analyses de marché. Il y a beaucoup de choses que l'IA peut faire. Par contre, l'IA, elle fonctionne sur des données qu'on lui a données. Et malheureusement ou heureusement, les données en Afrique, ça a toujours été une difficulté, qui fait que aujourd'hui, si vous allez sur ChatGPT et vous lui demandez aide-moi à lancer un business de poterie dans la ville de C au Bénin, elle va toujours vous répondre parce qu'il y a toujours réponse à tout. Par contre, sa réponse va être généralisée d'une manière où vous allez voir qu'il va manquer plein de choses contextualisées que seuls les gens qui sont assez ou au Bénin connaissent. Et ça, c'est super intéressant, enfin super important que quand vous traînez le modèle, donc vous utilisez l'IA, que ça soit vraiment alimenté avec des données locales fiables et que vous le vérifiez. Vraiment, ne prenez jamais ce qui est proposé pour acquis. Le deuxième chose qui est assez utile dans l'IA, c'est d'utiliser sur, en fait, de lui demander les méthodologies existantes. Parce que ça, ce qui est top, c'est qu'il fait un benchmark énorme du monde entier. Et en fait, vous pouvez avoir la méthodologie de Y Combinator, qui est un super accélérateur américain et qui peut voilà, nous inspirer sur d'autres méthodologies, par exemple, de là où on est en Afrique. Et le dernier point qui est très important, c'est vraiment d'utiliser l'IA de manière progressive. C'est-à-dire que ce qu'elle vous répondra sur un petit business donné ou sur une nouvelle offre de service en tant que structure d'accompagnement, que vous la testiez. Et qu'en fonction des réponses que vous allez avoir sur le terrain, soit vous alimentez l'IA de cette manière en disant, bah voilà, ce que tu m'avais proposé, bah, je n'ai pas eu les mêmes résultats que ce que tu pensais me proposer, j'ai eu ces résultats X, Y, Z. Et de là, l'IA va réfléchir à ce qu'elle vous avait proposé avec les données réelles que vous lui avez données, et elle va réadapter en fait la solution ou en tout cas la proposition qu'elle vous avait faite. Donc, vous l'alimentez régulièrement. Et je finirai juste par les prompts. En fait, c'est très important pour avoir des réponses les plus qualitatives avec l'IA quand vous développez en fait votre offre de service quelle qu'elle soit, hein, que ça soit pour faire des diagnostics, que ça soit des rédactions de fiches projets, de préparer des pitchs, de répondre à des investisseurs, de savoir répondre aussi à des appels d'offres. Tout ça, hein, l'IA peut vraiment le faire, d'avoir des prompts qui sont très précis pour avoir des réponses les plus optimisées. Et là aussi, hein, vous pouvez demander à ChatGPT de vous proposer beaucoup de prompts et ensuite vous utilisez ces prompts. Mais c'est très important de traîner le modèle et d'apporter toujours ce côté terrain, lien, essence qu'elle n'aura pas forcément. Voilà, c'était rapide. J'espère que je suis restée dans les temps. Mais bien sûr, ouverte à la discussion. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'adore débattre. Donc voilà, je laisse Babacar et Francis prendre le relais, mais au plaisir de discuter après. Merci beaucoup. Merci Capucine pour cette présentation riche.
On voit bien que les outils numériques, ce n'est pas juste une question de technologie, mais surtout de stratégie et de capacité à les intégrer de manière pertinente. J'aimerais revenir sur les trois idées fortes que moi j'ai vues. C'est un outil mal intégré peut devenir un frein plutôt qu'un appui. Ce qui compte, ce n'est pas l'outil en soi, mais l'usage qu'on en fait et l'animation humaine qui l'entoure. Et la troisième, c'est que l'IA peut être un soutien, mais elle ne remplace ni le terrain ni la relation humaine. Donc, super intéressant et riche. Merci, Capucine. Si l'audience a des questions, n'hésitez pas de le mettre dans le Q&A en bas de votre écran. Donc, je suis ravie de vous présenter notre deuxième intervenant, Babacar Biran, qui va nous parler de deux outils créés par Concrete, Let's Go et Tambali. Babacar est le cofondateur et PDG de Concrete, une entreprise spécialisée dans la conception de programmes d'accompagnement et de technologies innovantes et à fort impact, visant à permettre aux entrepreneurs de réussir leur parcours de l'idéation jusqu'au produit market fit. Babacar a étudié le génie économique avant de travailler successivement chez Schneider Electric, puis sur le programme Airbus à Toulouse. En 2013, il décide de rentrer au Sénégal pour contribuer à l'émergence de l'écosystème entrepreneurial africain. Il cofonde alors Concrete et œuvre à l'intégration des technologies numériques pour renforcer les entrepreneurs et leur écosystème. Merci Babacar, je vous passe la parole. On vous entend pas. Je disais, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est parfait. Voilà, je disais merci beaucoup. J'espère que vous êtes capable de voir la caméra. Alors d'abord, je confirme que Capucine aime bien débattre. Mais c'est toujours, on en sort toujours de très belles choses à l'image de la présentation qu'elle vient de faire qui donne vraiment une superbe introduction à l'utilisation du digital de manière générale dans le champ de l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, du coup, je vais axer mon intervention sur comment est-ce que surtout avec la future version de Let's Go, qui est un peu notre logiciel maison pour les structures d'accompagnement, va s'amplifier de l'IA pour vraiment permettre aux structures d'accompagnement de faire mieux avec de meilleurs business models. Donc, juste très rapidement, next slide, s'il te Désolé, plaît. Babacar, est-ce que vous pouvez mettre la caméra un peu plus haut parce qu'on ne voit pas votre visage? C'est seulement votre... Montant. Ah, Là, c'est oui, parfait, c'est bon, merci. Je vais... super. Voilà, donc juste très rapidement pour vous introduire Concret. En fait, Concret, et c'est vrai qu'on nous donne l'étiquette d'un incubateur, mais Concret, une meilleure manière de comprendre Concret, c'est que c'est une start-up dans le domaine de l'accompagnement des entrepreneurs ou une entreprise innovante dans le domaine de l'accompagnement des entrepreneurs. Parce que notre objectif, c'est, on a une vision très ambitieuse qui est de contribuer au succès d'un entrepreneur dans chaque foyer en Afrique d'ici 2050. Donc, c'est très, très ambitieux. Et pour nous, la meilleure manière de pouvoir y arriver, c'est à travers deux piliers, le pilier technologique et le pilier partenarial. Le pilier technologique, donc il faut vraiment être sur des technologies qui se rapprochent le plus possible de la ressource principale qu'on utilise quand on accompagne des entrepreneurs. Et la ressource principale qu'on utilise quand on est en face d'un entrepreneur, ce sont nos capacités cognitives. Et la technologie, au final, qui permet d'être sur ces mêmes types de propriétés, c'est l'intelligence artificielle. Donc, pendant plusieurs années, on a essayé. C'était pas possible pour nous, mais avec l'avènement de l'IA générative, on a pu vraiment accélérer les choses. Donc, Concret a donc ces quatre grands objectifs. Le premier objectif, c'est de sensibiliser, donc de connecter le maximum de personnes à l'entrepreneuriat sur le continent. Le deuxième objectif, c'est de permettre au maximum d'entrepreneurs d'amorcer leur business, c'est-à-dire de passer de l'idée à acquérir leur premier client. Et le troisième objectif, c'est vraiment de les connecter. Donc, une fois que l'entrepreneur se lance, c'est de le connecter à l'écosystème d'accompagnement et de financement nécessaire pour se développer. Et le dernier objectif, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui contribuer dans l'amplification de l'impact dans l'accompagnement des entrepreneurs.
Donc, du coup, comme vous le voyez ici, il y a un écosystème d'outils qu'on a développé. Je ferai le focus sur principalement Let's Go et Etambali, mais sur la partie sensibilisation, il y a un jeu qui s'appelle la Startup Judo qu'on a développé et qu'on est en train de digitaliser. Tambali, c'est un outil IA qui permet d'accélérer le processus d'idéation et de lancement. Become, c'est la plateforme un peu de connexion aux opportunités. Et Let's Go, c'est le logiciel d'accompagnement. Donc, vous pouvez aller sur le prochain slide. Voilà, donc en fait, tout à l'heure, Capucine a tiré l'attention sur les biais qui peuvent exister dans les IA, notamment les principales qu'on connaît, ChatGPT, Claude, etc., etc. Donc, qui sont des IA qui ont été entraînées sur des données qui, des fois, ne sont pas conformes aux réalités du terrain. Parce que la réalité du terrain, en réalité, aujourd'hui, en Afrique, est que les données sont encore analogiques. Les données ne sont pas encore dans leur majorité numérisées. Donc, ce qui est différent des pays développés. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, c'est vraiment en interne de développer notre propre IA, donc, qui s'appelle Adia. Donc, Adia, c'est un nom bien africain, mais ça veut dire accompagnement dirigé par l'intelligence artificielle. Et c'est cette intelligence artificielle aujourd'hui qui arrive à amplifier l'ensemble des produits que nous développons, dont Let's Go. Donc, je vous montrerai rapidement tout à l'heure un exemple de l'utilisation de cette IA dans un use case bien spécifique qui est la sélection des entrepreneurs qui sont à l'issue des appels à candidature. Next slide. Voilà, donc je vais maintenant très rapidement, en fait, l'utilisation de la technologie ou de l'IA doit toujours suivre un objectif bien spécifique. Et nous, à Concret, pour vraiment aller vers notre vision et atteindre nos objectifs ambitieux, c'est très important d'être dans des écosystèmes où tout entrepreneur qui a besoin d'un accompagnement euh, ait accès à l'opportunité d'être accompagné comme il faut. Et pour que ça arrive, il faut que cet accompagnement soit disponible. Et pour que cet accompagnement soit disponible, il faut qu'il puisse se faire à l'échelle et surtout qu'il faut qu'il puisse être porté par des organisations qui sont, on va dire, solides. Et aujourd'hui, il y a trois principaux défis auxquels les structures d'accompagnement sont confrontées. Donc, ce ne sont pas des choses que Concret dit, ce sont des choses qui sortent de rapports comme les rapports que font la Fondation Argidius, Village Capital, le rapport sorti l'année dernière par Sendemo en partenariat avec Digital Africa et AfriLabs, qui reviennent vraiment sur ces principaux trois défis. Le défi de la capacité donc, et de l'échelle, c'est-à-dire c'est très difficile pour les structures d'accompagnement qui manquent souvent aussi de moyens, d'avoir assez de personnes pour accompagner à l'échelle, en tout cas, apporter un accompagnement personnalisé. Parce que ceux qui accompagnent sont en même temps ceux qui gèrent l'administration, qui gèrent les finances, qui répondent aux appels d'offres, qui travaillent sur les rapports, etc., etc. Donc, c'est très difficile. En général, en moyenne, il y a 3 à 5 staffs qui gèrent à peu près 5 programmes sur l'année. Donc, vous voyez que c'est très difficile déjà de délivrer de la qualité, mais surtout de le faire à l'échelle. Le deuxième défi, c'est le défi de la gestion des données et le suivi des entrepreneurs. Ce qui est très critique, surtout pour maintenir, comment dire, maintenir la perception de qualité que l'écosystème a vis-à-vis des SAE. Donc, quand je dis l'écosystème, ce sont les investisseurs, les bailleurs, d'autres potentiels clients aussi des structures d'accompagnement. Mais c'est surtout important en matière d'apprentissage pour pouvoir mieux faire pour la structure d'accompagnement. Et le troisième défi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le défi du business model. La plupart des structures d'accompagnement aujourd'hui ont encore du mal à avoir un modèle économique qui, en tout cas, qui s'approche de la durabilité. Et ça aussi, ça met en mal la disponibilité de ressources pour recruter plus, faire mieux, faire à l'échelle, etc., etc. Mais, next slide, Leva, l'IA vient quand même comme une opportunité par rapport à chacun de ces trois défis.
en permettant d'automatiser un certain nombre de tâches sans forcément déshumaniser la chose. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était avec Caroline, ou en tout cas c'était Expertise France, notre première rencontre ici à Concret, quand j'avais présenté Tambali, donc .ai, qui est la solution un peu d'idéation et d'amorçage de start-up. Je me rappelle pendant la démo, en quasiment une minute, enfin, on avait vu que la solution permettait à la fois de sortir l'idée, de travailler sur le business model, Canva rempli, etc. Quasiment sortir tout un business plan. Et la réaction qu'on avait, et une réaction qu'on a aussi dans d'autres instances, c'est que, mais en fait, vous allez tuer le business des consultants ou des structures d'accompagnement, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ça permet justement d'amplifier et de permettre là où tu appuies un entrepreneur euh, à travailler sur son modèle économique ou son idée ou son business plan sur une durée X, de pouvoir euh, faire la partie assez automatisable, donc mécanique, sur une durée, on va dire, X sur 100 ou X sur 50. Et maintenant, de pouvoir passer beaucoup de temps dans la partie un peu humaine de notre métier. Donc, avant, c'était compliqué pour faire un business model Canva correctement avec un entrepreneur. Tu as 1 heure de séance de coaching, tu passes 45 minutes à le faire. Après, il te reste 15 minutes pour faire ce travail. Aujourd'hui, tu peux avoir 50 minutes de ça et 1 minute d'automatisation. Sur le deuxième aspect, ça permet de personnaliser l'accompagnement et surtout de le faire à l'échelle. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée des technologies comme l'IA, le fait de pouvoir faire quelque chose de qualitatif, accessible, à l'échelle, ce triptyque d'éléments-là n'était pas possible. Et aujourd'hui, c'est possible. Donc, ça peut être pas cher, à l'échelle et accessible. Aujourd'hui, l'IA permet de le faire et de permettre surtout, donc, si je viens sur la partie verte là, de permettre aux structures d'accompagnement de pouvoir générer des revenus au-delà des revenus qu'ils tirent des programmes d'accompagnement qu'ils déroulent en partenariat avec des bailleurs publics ou privés. Un exemple, un entrepreneur peut venir dans votre structure d'accompagnement, demander un accompagnement individuel et vous avez beaucoup de mal à pouvoir répondre tout de suite parce que vous savez que pour l'accompagner, ça va vous coûter, on va dire, X, on va dire X euros ou X francs CFA. Et vous savez que l'entrepreneur n'est pas capable de vous payer le dixième de ce X francs CFA. Et donc, vous êtes dans une problématique où vous lui dites, soit attendez un autre programme qui va démarrer ou l'appel à candidature est déjà passé, etc. Ce qui est quand même dommage parce que si on se lève pour faire ce métier, c'est pour aussi être utile aux entrepreneurs. Donc, du coup, aujourd'hui, avec l'IA, tu as la possibilité, donc, comme le disait Capucine tout à l'heure, avec des systèmes de coaching, on va dire, automatisés, de donner les premiers éléments, ensuite de passer moins de temps pour que l'accompagnement te coûte au final X sur 10 francs CFA et continuer à réaliser ta mission. Sur la partie données, ça te permet aussi de transformer des données qui ne sont pas des données, on va dire, structurées en insights, c'est-à-dire en connaissances que tu peux diffuser soit auprès des partenaires, etc. Next slide, Leva. Donc, pour pouvoir, comment dire, euh, euh, aller dans le sens de matérialiser tout ça, et parce que aussi, ce qu'on aime beaucoup à Concret, c'est aussi de produire de la connaissance, parce qu'au-delà de faire des solutions numériques et de les vendre, ce qu'on aime au-delà de tout, c'est de contribuer au progrès de la connaissance dans le domaine où nous sommes. Et donc, comme je le disais, la nouvelle version de Let's Go est prévue d'ici la rentrée prochaine, autour du mois d'octobre. Et avec cette version, on va lancer un guide pratique sur l'intégration de l'IA dans les activités des organisations de développement, des SAE. Et on est en train d'échanger de manière assez avancée avec des organisations comme la Fondation Argidius pour nous appuyer. Donc, vous comprendrez pourquoi je parle de la Fondation Argidius quand je vous parlerai du Canva. Donc, ce guide viendra avec un Canva d'intégration de l'IA dans les SAE
Et donc, pourquoi on le fait comme ça? C'est pour aussi rester dans la dynamique de production documentaire qu'on connaît déjà, comme le Canva de proposition de valeur ou le Canva de business model, qui ont été intégrés dans des livres comme Business Model Generation ou Value Proposition Design. Next slide. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce canevas-là et pourquoi est-ce qu'on écrit surtout ce guide? C'est que, bon, Capucine l'a dit de long en large, hein, l'IA, oui, mais pas n'importe comment. Comme elle disait tout à l'heure, la technologie, oui, mais pas n'importe comment, parce qu'il y a des risques d'adoption euh, sans méthodologie en termes de dispersion des ressources. On peut appliquer des outils IA dans des zones où c'est pas accessible. Je donne juste un exemple très rapidement. Quand on a lancé la première version de Tambali à l'époque qui s'appelait Adia, au mois de mai 2023, euh, et en fait, on avait des utilisateurs qui nous disaient qu'ils ont du mal à l'utiliser parce que les zones où ils habitent, la connexion Internet n'est pas de bonne qualité. Donc, quand ils lançaient des requêtes, ils n'avaient pas de réponse parce que justement, quand ils utilisent des solutions comme ChatGPT, etc., quand tu envoies une requête, ça va dans le cloud et ça revient avec une réponse. Donc, si la qualité n'est pas bonne, tu n'as pas de réponse. D'autres entrepreneurs nous disaient, oui, mais c'est bien, mais on n'est pas à l'aise avec la langue française ou la langue anglaise. Donc, on a dû faire un autre travail en interne de recherche et développement dans un premier temps pour pouvoir nous investir dans la capacité multimodale, c'est-à-dire une IA qui parle et qui écrit. Donc aujourd'hui, Concret est l'une des rares entreprises qui a une IA qui parle Wolof et qui est surtout open source et qui est disponible sur Hugging Face. Et aussi, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le Edge Device, c'est-à-dire on prend un modèle qui est petit, on le met dans le téléphone, comme ça la personne peut l'utiliser, avoir une assistance sans pourtant forcément se connecter à Internet. Donc ça, c'est un exemple, un use case que voilà, il faut regarder sa cible, savoir ce qui va avec sa cible pour pouvoir ensuite apporter une solution. Donc, il y a ces valeurs ajoutées-là également d'utiliser ce slide, mais je vais passer sur le prochain slide vu que vous aurez toutes ces ressources-là. Donc, le Canva marche de cette manière. Donc, vous verrez sur le prochain slide comment est-ce que le prototype du Canva est structuré. Donc, peut-être vous pouvez aller sur le next slide, comme ça on regarde le prototype de Canva. Donc, je ne sais pas si vous allez arriver à lire, mais ce n'est pas important. L'idée, c'est vraiment juste de voir les différentes parties. Donc, vous voyez, il y a 5 colonnes. Donc, la colonne, excusez-moi, c'est en anglais, mais bon, je vais expliquer très rapidement. Donc, il y a la partie select, donc sélectionner, la partie charge, donc facturer, la partie address, c'est s'assurer de répondre à un besoin, la partie learn, c'est la capitalisation et la partie exemple. Donc, ça, c'est un processus qui s'appelle Scale, qui a été développé par la Fondation Argidius, et c'est la raison pour laquelle on travaille, on échange avec eux pour coproduire ce guide avec eux. Donc, en fait, ça permet de savoir, donc, si vous regardez les 3 premières lignes, donc, il y a ce qu'on appelle les pratiques actuelles, comment l'IA peut améliorer les pratiques actuelles et surtout comment est-ce qu'on contrôle la qualité. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous faites un brainstorming devant votre Canva en vous disant aujourd'hui, dépendant de la cible que nous avons, comment est-ce qu'on sélectionne des entrepreneurs, comment est-ce que l'IA peut renforcer, amplifier cela, et ensuite comment est-ce qu'on s'assure que ce soit adapté. Sur la partie charge, c'est vraiment comment est-ce qu'on facture, donc comment est-ce qu'on s'assure que les entrepreneurs quand même contribuent parce qu'il a été démontré que les programmes où les entrepreneurs payent sont les programmes où on peut avoir un peu plus de qualité. Ensuite, comment est-ce qu'on fait le diagnostic et s'assurer que ce qu'on délivre répond vraiment aux besoins de l'entrepreneur et surtout pendant même l'accompagnement, comment est-ce qu'on ajuste les choses. Et la partie learn, c'est comment est-ce qu'on s'assure de capitaliser sur de la donnée, sur des insights pour s'assurer de bien apprendre des programmes qu'on suit, mais aussi de pouvoir diffuser l'impact qu'on fait. Et la partie exemple, c'est comment est-ce que du coup on diffuse auprès des entrepreneurs, mais aussi auprès de l'écosystème,
notre capacité à nous-mêmes nous comporter comme des unités économiques parce qu'on accompagne des entrepreneurs. C'est important aussi. Bon, on ne peut pas accompagner un entrepreneur sur comment gérer sa comptabilité et nous, en tant que structure d'accompagnement, avoir une mauvaise comptabilité. Et je vous assure que aujourd'hui, c'est aussi des choses qu'on peut voir dans des structures d'accompagnement. Ensuite, vous avez trois couches en bas. Donc, c'est la couche un peu données. Comment est-ce que vous gérez l'utilisation, enfin, la gestion des données? Il y a une couche sur l'infrastructure et aussi une couche sur tout ce qui est responsabilité vis-à-vis de l'IA. Mais encore une fois, on partagera également le prototype de Canva et si vous avez des feedbacks sur ça, vous pourrez nous revenir. Next slide. Donc voilà un peu, je ne voulais pas forcément être dans la présentation des solutions. J'ai partagé dans le chat quelques solutions que nous développons. La version de Let's Go sera là au mois d'octobre et on a très hâte que ce soit disponible. La version actuelle est utilisée par un certain nombre de nos clients. On est aussi ouvert à échanger avec certains d'entre vous. Mais je voulais juste vous montrer en termes de démo, Léva, si tu peux juste me permettre de faire une petite démo de comment est-ce qu'aujourd'hui l'IA peut faciliter la sélection des entrepreneurs. Et on est tous d'accord. Confirmez-moi juste si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Juste Oui, juste pour te dire qu'il y a seulement comme 1 minute, Babacar. Parfait, d'accord, ça marche. Bon, je vais essayer de faire rapidement. En fait, en tant que structure d'accompagnement, on sait que la sélection des entrepreneurs, la présélection et la sélection nous prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça, c'est un exemple de comment est-ce que l'IA peut aider à faire le filtre et à se retrouver avec une petite liste d'entrepreneurs présélectionnés. Donc là, imaginez que vous avez fait votre appel à candidature, j'espère sur Let's Go Form, mais vous pouvez aussi le faire sur Google Form et vous téléchargez le fichier. Donc, vous avez vu tout à l'heure, vous uploadez le fichier de candidature, vous scrapez la page d'accueil où vous avez mis toutes les informations de l'appel à candidature. Et donc là, quand vous cliquez dessus, ça vous montre les différentes questions du formulaire et là, vous cochez les questions, enfin, les éléments en tout cas qui éliminent qui doit faire le premier filtre. Donc là, par exemple, les entrepreneurs qui ont moins d'un an, qui sont en phase d'idée et qui sont voilà, qui ne sont pas formels, qui ne sont pas basés au Sénégal, doivent être exclus de la base. Et donc, quand vous cliquez, donc vous voyez qu'il y a 5 entrepreneurs qui ont été mis de côté. Et là, on vous demande de mettre des critères supplémentaires. Donc là, par exemple, vous dites, nous cherchons des entrepreneurs qui sont innovants, à fort potentiel technologique et qui ont une existence de moins de 8 ans, par exemple. Et donc là, quand vous cliquez sur Analyser, voilà, ça vous analyse les résultats et surtout, ça vous fait, voilà. Donc là, vous cochez les différentes colonnes que vous souhaitez visualiser. Et quand vous validez, donc ça vous sort les candidats qui sont réellement éligibles. Ça vous laisse quand même la possibilité de voir les candidats qui sont mis de côté parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des biais pour que vous puissiez faire une vérification supplémentaire. Donc ça, c'est un use case parmi tant d'autres use cases de design de programmes d'accompagnement, de personnalisation de la formation, de génération de rapports d'accompagnement, etc., etc. Il y en aura vraiment beaucoup. Mais on a choisi ça pour vous le montrer. Ça ne va pas apparaître comme ça, bien sûr, sur la future version de Let's Go, mais c'est un prototype que nous utilisons aujourd'hui en interne au niveau de concret. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cet exemple pour vous montrer à quel point l'IA, si c'est bien utilisé dans un use case bien spécifique, peut permettre de faire un gros gain de temps et utiliser ce gain de temps-là sur des aspects un peu plus humains de l'accompagnement. Donc voilà, je vais m'arrêter là vu que le temps qui m'était imparti est terminé en espérant débattre avec vous aux côtés de Capucine par la suite. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation claire et ambitieuse. Ce qu'on retient, c'est que l'IA peut devenir un levier concret pour permettre aux structures de faire plus,
mais surtout de faire mieux. Donc, on va passer pour notre troisième intervenante. J'ai l'honneur de vous présenter Francis Bokassa, qui va nous parler de l'innovation portée par BloLab. Francis est un leader de l'innovation numérique et de l'accompagnement entrepreneurial au Bénin, président de la Fédération des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant et chef projet incubation et l'accompagnement à BloLab. Il ouvre depuis plus de 5 ans la professionnalisation des structures d'appui et au développement des solutions technologiques inclusives. Merci Francis, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Léva. Je remercie aussi le passage de Capucine et de Babacar qui introduisent très bien donc mon sujet. Parce que Capucine disait que effectivement, c'est pas de l'outil qu'il est question, mais c'est de l'usage qu'on en fait. Et Babacar va bien nous dire que il faut voir justement quel est le besoin de la cible avant donc de pouvoir apporter la solution. Et je pense que c'est ce qui résume complètement le Globus que je vais présenter comme innovation de BloLab pour répondre justement à un besoin écosystémique. Et nous allons très rapidement donc passer sur les slides. Alors, le Globus, qu'est-ce que c'est? Le Globus, donc, c'est un bus mis en place, une innovation mise en place par BloLab pour répondre en fait aux besoins donc, de l'accès au numérique et l'entrepreneuriat au Bénin. Le Globus, dans sa forme actuelle, est en fait un outil que nous voyons comme un bus et tout, qu'on a entièrement transformé. Mais cet outil, au départ, n'avait pas cette forme. Cet outil, au départ, est parti d'une remorque, un conteneur, et on a travaillé avec, on a constaté que justement ce besoin se fait le plus sentir, et je vais décrire par la suite donc un peu ce que c'est que cet outil, quelle est sa cible et pourquoi c'est fait de cette façon. Slide. Alors, quelles étaient les problématiques donc ciblées? On a mis en place le Globus parce qu'on avait besoin de répondre à la question de la fracture numérique persistante, surtout dans les zones défavorisées, donc dans nos zones rurales. Alors, il fallait une solution pour apporter donc dans les zones les plus compliquées à parcourir en termes d'énergie électrique, en termes de connexion Internet et surtout en termes de matériel informatique. On a trouvé qu'en mettant en place une solution mobile, on pourrait aller vers ces cibles-là et apporter donc du savoir. Et bien, le savoir au niveau entrepreneurial dans ces secteurs-là et dans ces zones-là aussi, c'est que cela se fait d'une manière un peu chacun à la tienne. Mais là, BloLab se dit, mais il va falloir donc aller mettre en place un programme structuré et déployer aux 4 coins donc, du pays pour pouvoir uniformiser son modèle qui est diffusé à l'intérieur. Et ces parties-là, ces tranches-là qui sont inaccessibles à cause de problèmes d'énergie ou de la connectivité à Internet, on se dit que ce bus viendra donc pour résoudre ce problème d'isolement social autour des enjeux du numérique notamment. Donc, on a mis en place ce Globus pour pouvoir apporter ce plus-là à ces cibles, mais cette solution-là, elle se présente de quelle manière concrètement et qu'est-ce qu'elle vient apporter à ces cibles-là? Slide. Ben, c'est une solution mobile complètement donc autonome et nous l'appelons la solution inclusive. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est une réponse adaptée aux réalités du terrain. On a besoin d'énergie. Nous avons pris un bus comme les bus donc, de compagnie qu'on a entièrement réaménagé et au-dessus, nous avons mis en fait des panneaux solaires de 4,5 kW pour pouvoir produire de l'énergie en continu et donc pouvoir être stocké sur des piles lithium qu'on a entassées à l'intérieur, donc des batteries lithium à l'intérieur du bus. Et nous avons donc assuré à l'intérieur donc de ce bus de la connexion Internet en continu pour permettre donc le travail pendant qu'on se positionne. Aussi, ce bus permet donc d'assurer une présence sur l'ensemble du territoire sans dépendre en fait des infrastructures au niveau local.
Donc, on peut se déplacer dans un coin où nous n'avons pas accès à de matériel, nous n'avons pas accès à de l'Internet, ou nous n'avons pas accès à de l'Internet, je veux dire au niveau local, ou à de l'énergie de façon continue, mais c'est que nous n'avons plus de crainte désormais. Nous nous portons vers ces populations-là qui, justement, ont soif d'être nourries de ce savoir pour pouvoir aussi révéler tout le potentiel qu'on a dans ces coins, tout le talent que nous avons dans ces zones-là. Parce que, étant marginalisé, on se dit, il faut forcément venir à la capitale pour pouvoir trouver les opportunités, pour pouvoir produire de l'impact, mais on n'en a pas besoin si, entre-temps, une solution délocalisée concrète vient résoudre ce problème-là au niveau local. Et donc, la partie qui vient résoudre véritablement ce problème d'inclusivité, c'est que c'est accessible à tout public. Donc, le Globus, en fait, n'a pas un public cible visé pour voilà, dispenser, à qui dispenser son savoir. C'est-à-dire que c'est ouvert aux scolaires, c'est ouvert aux non-scolaires, c'est ouvert aux jeunes filles, aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, aux particuliers. En fait, quand nous prenons le Globus et que nous allons à une intervention, nous avons, comme je vais montrer tout à l'heure, un certain nombre de zones. Mais ça dit que aussi bien des scolaires peuvent être intéressés, adressés, aussi bien des personnes en situation de décrochage peuvent être adressées. Parce qu'en fait, quand nous parlons d'innovateurs, on a des innovateurs atypiques qui véritablement n'ont pas le même parcours que les autres, mais qui innovent au niveau local, qui apportent un certain savoir-faire différent, mais qui résout un problème au niveau de leur localité. Comment on va les détecter? Comment on va les retrouver? Et comment est-ce que nous allons essayer de les former pour les révéler? C'est qu'il faut aller vers eux. D'où la solution Globus. Slide. Alors, parlant donc des composantes de Globus, nous avons mis que c'est un outil tout en un pour apprendre, créer et entreprendre. Quand nous prenons la première partie donc de Globus, c'est une salle numérique complètement équipée donc en ordinateur, en ordinateur portatif. Donc, nous avons une vingtaine de machines clients et un ordinateur formateur. Nous avons un écran TV qui permet donc de faire des projections et nous avons donc du matériel éducatif qui est dans notre bibliothèque que nous avons déposé au milieu, là, juste à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin de matériel pour venir travailler dans le Globus, c'est déjà équipé pour. Vous entrez, on fait la formation et vous pouvez vous exercer sur place. Donc, quand nous allons pour une intervention, nous utilisons justement cet espace de salle de classe, donc d'une capacité d'accueil de 20 personnes minimum par poste, donc une personne par ordinateur, pour pouvoir dispenser donc ces savoirs-là que nous avons pour le public concerné, le public pour lequel nous voulons dispenser ce savoir. Au milieu, nous avons un espace de coworking. C'est un espace de travail collaboratif et d'intelligence collaborative qui est en fait mis à la disposition du public au lieu où nous tenons. Et donc, les jeunes porteurs de projets peuvent venir s'asseoir, utiliser de la ressource, utiliser l'infrastructure en place pour pouvoir donc travailler entre eux, pour pouvoir sortir, épurer des idées et bénéficier de l'appui technique, donc de la ressource humaine en place pour pouvoir affiner des projets. Et enfin, un dernier espace que nous appelons donc un espace de fabrication numérique où à l'intérieur, donc, nous avons des tables pour de la fabrication et nous avons donc les équipements de laboratoire de fabrication numérique, dans les équipements de Fab Lab, que ce soit la machine, la presse à chaud, l'imprimante 3D, les robots éducatifs et tout autre pour mener les ateliers. Alors, cet ensemble, pourquoi? Cet ensemble, en fait, pour stimuler la créativité dans les zones. Cet ensemble, en fait, pour initier les plus jeunes, montrer qu'en fait, il est possible de pouvoir le faire, montrer qu'en fait, c'est-à-dire les limites de possible. Il faut que l'enfant comprenne. Il faut que le jeune sache et que tout jeune entrepreneur particulier soit au même niveau de formation et savent que là où nous ne sommes limités que par la limite de notre créativité. Autrement dit, tout est faisable,
tout est possible et nous apportons cet outil pour véritablement explorer les limites du possible avec ces publics-là. Slide. Alors, quel usage? Nous faisons des formations. Donc, le Globus, pour nous, c'est une plateforme donc, pour la formation, mais aussi bien pour l'accompagnement entrepreneurial. Donc, la formation adaptée donc, aux différents profils que nous avons. Pour ce qui concerne les enfants, c'est de la programmation ludique, c'est de la bureautique, de la fabrication d'ordinateurs dans des bidons, des impressions 3D, bref, initiation. Donc, on initie l'enfant à avoir de la logique, à installer de la logique dans sa tête pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à lui dans sa localité, pour que l'enfant comprenne qu'en fait, je suis maître donc de ce territoire, j'ai la possibilité de trouver, pardon, les réponses aux différents problèmes qui se posent à nous et nous devons résoudre les problèmes. Et la première question doit être, qu'est-ce que le numérique vient nous aider à faire pour résoudre les problèmes de notre territoire? Donc, on fait un peu comme en de l'évangélisation pour pouvoir démystifier donc la technologie. On fait des ateliers de renforcement donc, entrepreneurial. Donc, quand nous prenons notre zone de coworking space où les entrepreneurs viennent, nous avons en fait des modules de formation qui peuvent justement, dont ils peuvent bénéficier directement à distance. Bon, voilà, nous avons des entrepreneurs. Voilà, nous devons aller vers eux, nous devons apporter un certain nombre d'éléments. Mais voilà qui sont limités. Vous dites que vous allez faire des formations en ligne, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regroupe des cohortes, le Globus se déplace et nous avons un enseignant en direct, nous avons des coachs et des mentors en direct qui prennent ces entrepreneurs, qui discutent avec ces entrepreneurs et qui, justement, arrivent à transmettre ce savoir-là pour permettre que, donc, les besoins de ces entrepreneurs-là, ces besoins-là soient donc satisfaits. Et nous avons justement, après ces formations, donc justement des sessions personnalisées selon les besoins que nous avons au sein de chaque localité. Slide. Donc, en fait, là, vous avez en fait des photos, donc des exemples d'activités qui ont été, qu'on a eu à conduire, d'accord, dans plusieurs cas. Hein. Bon, il y a eu plusieurs exemples là. Je vais faire slide pour rapidement. Slide. C'est pas sorti. Bon, voilà. Je ne sais pas. OK. Alors, je vais revenir sur ça tout à l'heure pour préciser quelques types d'activités qui peuvent se faire. Et comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, nous avons donc comme type public cible, public scolaire, non scolaire, les jeunes filles, les jeunes porteurs de projets, les jeunes en décrochage scolaire, les jeunes entrepreneurs. On a essayé, je pense qu'on a compris un peu ça. Et nous allons revenir sur le slide prochain pour, pour montrer quelques exemples de collaboration. Bon, j'en ai mis un, je vais en citer deux. Ça, c'est le bus qui, justement, a été mis à disposition pour l'UNFPA dans le cadre donc, de son programme Tech for Girls qui a été mené sur l'ensemble du territoire. Donc, l'UNFPA a donc pris le bus pour pouvoir sensibiliser donc les filles, les jeunes filles sur donc un certain nombre de technologies qu'ils ont essayé de dispenser, faire des concours et autres pour sensibiliser les cohortes de filles sélectionnées qu'ils avaient à travers le pays. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, le Globus est un outil mis à disposition de l'écosystème et donc peut être demandé à tout moment pour des besoins spécifiques liés à des objectifs clairs pour des structures données. Nous avons par exemple fait un travail avec Amnesty pour parler des droits humains, où on a donc travaillé avec le Globus pour pouvoir faire cela. Il y a la fondation de BOA qui, par exemple, a des écoles au Bénin et qui, justement, a utilisé l'outil Globus pour pouvoir dispenser un certain nombre de savoirs et adresser une cible spécifique pour les enfants pour pouvoir, enfin, pour un impact qui était propre à eux. Je voudrais apporter un dernier élément qui consiste à la diffusion de solutions de l'écosystème. C'est-à-dire quoi? À bord du Globus, nous embarquons avec nous les solutions d'autres entreprises de l'écosystème, d'autres solutions qui répondent à des problématiques au sein de l'écosystème que nous pouvons diffuser
lors de nos tournées. Donc, lorsque nous allons à un endroit donné, on peut diffuser du contenu éducatif de l'UNICEF, on peut diffuser une solution, je prends un exemple, une visualisation 3D, par exemple, qui a été réalisée par un jeune qui a été formé à l'école du petit musée de la Récade à Godomin. C'est embarqué à bord du Globus. Donc, en fait, c'est aussi un outil pour embarquer les solutions existantes avec les différentes structures, donc formation, marketing digital en ligne et autres, dans les coins où nous allons, quand vous avez des outils intéressants, on peut justement les porter pour pouvoir diffuser. Slide. Alors, ce qui rend ce Globus réplicable, c'est que nous avons pensé ce modèle justement pour la duplication. Énergie et connectivité autonome, c'est un format mobile, flexible. On a des différents modules à l'intérieur des différents compartiments et les équipements qui sont utilisés, ils sont des équipements standards qu'on peut utiliser. Et pour la bonne nouvelle, le Globus a été intégralement fabriqué à Cotonou au Bénin. Donc, on l'a monté pièce par pièce, on l'a pensé, on l'a monté avec des artisans locaux et c'est un made in Bénin pur et dur. Et c'est que ce qui est pris, là, tout ce qui a été fait, il n'y a pas un public particulier, c'est que cela s'adresse donc à tous. Et c'est sur ces mots que je dirais, Slide, merci beaucoup pour avoir suivi la présentation. Je reste disponible pour débattre, aux côtés donc, bien sûr, de Capucine qui adore débattre et de Babacar. Léva, à toi la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, Francis. Le Globus montre qu'il est possible de rapprocher l'innovation numérique des publics souvent laissés de côté. Donc, merci beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup d'engagement dans le chat. Ça, Peut-être c'est la on va... solidarité béninoise. C'est ça. Il y en a, il y en a. Donc, on va commencer notre débat, notre conversation. Les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre dans la boîte des questions et réponses. On va commencer. Une question qu'on a reçue, c'est quelles leçons avez-vous tirées du développement ou de la mise en œuvre d'outils comme le Tambali, le Let's Go, le Globus? Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a été un peu plus difficile pour naviguer? Le boss? Oui, D'accord. chaque personne vous pouvez Alors, poser. alors, comme je l'ai dit, je l'ai dit, c'est une innovation locale et c'est d'une fabrication locale. Alors, qui parle de fabrication locale va parler d'expertise locale. Et évidemment, il faut justement regrouper ces expertises pour pouvoir fonctionner. Mais qu'est-ce qui a pas forcément très bien fonctionné dans la mise en place de ce globus? C'est arriver à faire exactement ce qu'on pensait dans nos têtes ou ce qu'on a modélisé. Et ça a été, voilà, beaucoup de galères. Mais finalement, c'est bon. Et par la suite, c'est mis en place, mais on doit embarquer des solutions. On a envie d'embarquer des solutions, comment il faut faire? Donc, moi, en fait, je voudrais dire que vu le thème donc, de notre panel, je voudrais en fait dire que nous avons respecté un certain nombre d'étapes clés que je voudrais aussi recommander plus ou moins à nos jeunes donc, entrepreneurs. C'est en fait arriver à se dire, ben, l'idée que j'ai, est-ce que c'est une idée en fait qui pourra être au service donc, de l'écosystème, au service de tout le monde? Est-ce que ce sera un outil qui va en fait être une réponse aux réalités de terrain? Il faudrait s'assurer que ce que nous faisons vient véritablement solutionner quelque chose et que ça, c'est un outil pour permettre vraiment à un certain nombre donc de la couche de la population, une grande partie quand même, d'adresser, ça adresse leurs problèmes et ça résout en partie quelque chose. Donc moi, je voudrais en fait que les initiatives que nous portons soient des initiatives locales pour des réponses du territoire pour pouvoir avoir plus d'impact et avoir plus de résultats à vendre. Et que cela se permette justement à tout individu qui a envie d'exporter cela dans sa localité ou que cela soit réplicable, facilement réplicable, pour permettre donc que cette solution-là soit une réponse multipliée sur le territoire. Excellent. Moi, je me ris parce qu'une personne a mis que la seule chose qui manque, c'est le café
dans le Globus. Donc, oui, excellent. Euh, je ne sais pas, Capucine, si vous voulez ajouter Oui, quelque moi, chose je vais peut-être prendre l'exemple. Donc, dans un autre programme, on avait développé donc au niveau des labels et en partenariat avec AfriLabs, on a développé en fait tout un MOOC. Et le MOOC, c'était pour les jeunes entrepreneurs, pour leur donner différents types de skills. Donc, on était sur le soft skills, le hard skills. Donc là, c'était vraiment tout ce qui était skills techniques au niveau du digital et les compétences entrepreneuriales. Donc, on avait vraiment les trois volets et on a développé un MOOC assez interactif, donc plateforme de e-learning en différentes. Il y avait 10 modules et dans les modules, il y avait des sous-modules. Donc, en termes de design, en termes d'interaction, en termes d'ancrage dans une plateforme beaucoup plus long terme, ça a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, vous pouvez encore le trouver sur la plateforme de AfriLabs Academy. Et en fait, on a piloté ça. On était à l'époque au Maroc et en Ouganda. Et on l'a principalement piloté en Ouganda. Et ce qui a été très intéressant, c'était que même s'il y avait donc tout un accompagnement en fait pour les jeunes entrepreneurs, pour développer leurs idées, pour leur donner les compétences nécessaires pour vraiment aller dans l'entrepreneuriat, en fait, ce qu'on a constaté, c'était que après le deuxième ou le troisième module, les jeunes entrepreneurs se désengageaient de la formation en ligne. Et donc, sur le coup, bon, on s'est posé les questions, pourquoi c'est le cas, etc. Et puis, on a décidé de piloter ces formations dans une salle commune. C'est-à-dire que les jeunes, on les mettait dans une salle où il y avait différents ordinateurs. Ils étaient encore une fois seuls devant leurs écrans, mais ils étaient dans une salle commune. Et là, en fait, ça a totalement changé l'engagement. C'est-à-dire que même si tu es devant un MOOC ou un apprentissage en ligne, le fait que tu sois entouré par d'autres personnes, il y a une espèce de solidarité qui arrive et un engagement et une motivation qui fait que les gens restent jusqu'au bout. Et ça permet aussi d'avoir un échange entre les modules, en fait, de vive voix. Et donc là, c'est vraiment encore une fois comprendre sa cible et vraiment faire en sorte qu'on ne développe pas juste un outil avec un bon contenu, mais là, c'est vraiment l'implémentation qui fait que, d'expérience, en tout cas, si vous développez du e-learning ou ce genre de formation, ça fonctionne mieux d'avoir un groupe où ils sont tous devant leur écran ensemble que en fait de leur dire de faire ça chez eux séparément où en fait il y aura un moment on perd la motivation hein, et puis même moi j'en fais l'expérience hein, toutes les modules sur Coursera il y a un moment donné tu es seul devant ton écran tu finis par être désengagé. Donc ça c'était voilà une expérience qui fait que ça a été dupliqué dans pas mal d'autres régions d'Ouganda et dans la sous-région. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'utilisateurs en fait sur la plateforme, mais parce qu'on sait exactement comment l'implémenter. Excellent. Nous avons des questions spécifiques. Donc, une question qu'on a de l'audience, c'est qu'à part de Let's Go, quels outils numériques ont montré le plus d'impact sur l'accompagnement des entrepreneurs et comment rendre ces outils-là accessibles aux jeunes entrepreneurs à faible revenu? Et la deuxième, c'est pour Blowbus. Quel est le mode de gestion de Blowbus? Combien de boss y a-t-il à ce jour? Est-ce que le Blowbus est disponible au nord du Bénin? Donc, je vais vous mettre la parole. Francis, Babacar, tu prends la ouais. parole ou j'y vais? Bon, la question m'a exclu d'office, donc j'étais en train de me dire qu'est-ce que je dois dire parce qu'il a dit à part Let's Go. Bon, en fait, peut-être, euh, merci beaucoup pour la question déjà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une multitude d'outils. Si vous vous rappelez, il y a une slide de Capucine qui faisait un peu la liste des différents outils enfin, classiques hein, qu'on connaît et comment ces outils peuvent impacter l'accompagnement. Elle est très rapidement passée là-dessus, mais vous pourrez retrouver ça. Mais sinon, aujourd'hui, si je reviens un peu à concret, j'ai parlé tout à l'heure de Tambali. Ça me permet un peu de revenir rapidement sur la première question. Donc, Tambali, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas l'opportunité d'intégrer des programmes d'accompagnement. Et aujourd'hui, des outils comme ça leur permettent d'avoir les premiers éléments
pour pouvoir avancer. Et donc, c'est pourquoi je disais, ça permet de revenir sur la première question, c'est parce qu'il y a un apprentissage qu'on a pu tirer des premiers mois de déploiement de Tambali, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disaient que ce n'était pas forcément suffisant. Et puis, bien sûr, on s'y attendait parce que l'IA seule ne peut pas être suffisant. Déjà, l'IA n'est pas 100% précis. Donc, c'est très important d'avoir des personnes qui aident ces entrepreneurs-là, qui ne sont pas dans des programmes d'accompagnement, mais qui utilisent juste l'outil pour pouvoir déjà aller sur les prochaines étapes de ce qui leur est proposé, mais surtout pouvoir se connecter à d'autres opportunités de l'écosystème. Donc, c'est pour ça que par la suite, on a mis en place un réseau de ce qu'on appelle un réseau d'agents entrepreneurs. Donc, les agents entrepreneurs, c'est pas forcément des accompagnateurs qui vont te former, te coacher, etc. C'est comme les agents de joueurs ou de musiciens, etc., qui vont t'aider avec ce que tu as pu acquérir avec l'IA, avec d'autres types de ressources, à vraiment naviguer de manière successful, de la manière la plus, avec le meilleur succès possible, ton écosystème qui va te dire, il faut aller voir telle structure et pas forcément telle structure parce que c'est adapté, il faut pouvoir se préparer de cette manière pour pouvoir rencontrer tel investisseur, etc., etc. Et aujourd'hui, cette communauté d'agents entrepreneurs qu'on a pu tester sur des programmes de centaines d'entrepreneurs au niveau local, on est en train, sur les futures évolutions de Tambali.ai, d'intégrer directement ces agents. Comme ça, voilà, il y a vraiment un accompagnement hybride IA et humain qui est systématique sur la plateforme. Donc, juste pour donner un exemple autre que les autres, qui permet d'accéder à de l'accompagnement directement sans pourtant forcément passer par un accompagnement classique. Mais vraiment, si vous revenez sur les slides de Capucine, vous pourrez aussi voir une liste d'outils qui peuvent aussi faire très bien le job. Mais si je peux me permettre de complémentarité. Bon, bref, compléter, voilà. Compléter, en fait, déjà là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Babacar. Et juste, ça a été dit aussi au début. En fait, l'outil, c'est que 20% de la chose. Le contenu, c'est la priorité. Si votre contenu est mauvais, en fait, quel que soit l'outil que vous utilisez, ça n'importe peu. Et aujourd'hui, c'est triste, hein, mais il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui partent de plus en plus des structures d'appui, pas parce qu'elles n'ont pas les outils adéquats, mais parce qu'elles n'ont pas le contenu adéquat. L'expertise qui est partagée n'est pas bien, les coachs sont pas qualitatifs, l'accompagnement n'est pas qualitatif. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui seraient prêts à aller vers un accompagnement qui n'est pas du tout digitalisé, mais qui répond point par point à ce qu'ils recherchent. L'accès au marché, la levée de fonds, la technologie aussi, le développement de leur prototype et de leur MVP sur le marché. C'est vraiment ça la base. Et donc, si ça, c'est pas fait, en fait, l'outil, franchement, importe peu. Aujourd'hui, on peut avoir des excellentes communications entre un mentor et son entrepreneur sur WhatsApp, qui est franchement probablement l'outil le plus simple, mais voilà, c'est qualitatif parce qu'il y a un mentor de l'autre côté qui a 20 ans d'expérience dans un secteur précis, qui répond point par point à son entrepreneur. Donc, encore une fois, vraiment, regardons le contenu, assurons-nous que ça répond techniquement, professionnellement et de manière business à ce que l'entrepreneur veut, autant que le partenaire, hein. Parfois, encore une fois, c'est pas l'entrepreneur, c'est le partenaire, c'est l'acteur institutionnel. Et ensuite, l'outil vient en second plan. OK. Je vais me permettre de rapidement répondre pour Globus. Oui, Globus est disponible dans le Nord. J'ai mis dans le chat le lien du site donc, de Globus. Et vous allez voir là-dessus la partie calendrier. Il y a une carte. Vous allez voir, on est passé plusieurs fois déjà. On a fait le tour plusieurs fois. Avec l'Institut français du Bénin, on a fait le tour avec la Fondation BOA. Bref, on a fait le tour du Bénin plusieurs fois et oui, c'est disponible. Les modalités, j'avais pensé de commodité, c'est ça, ou question de mise à disposition? Oui, combien de bus y a-t-il à ce jour? C'est quoi le mode de Ok. gestion? Ok. Alors, à ce jour, nous n'avons qu'un seul bus. Nous ambitionnons justement en avoir
Un pour le sud, un pour le centre, un pour desservir uniquement le nord. Et par la suite, penser aux communes. Donc, un bus pour desservir chaque commune, pour n'adresser que des problèmes donc, de la commune. Mais bien sûr, ça demande de l'argent. On est d'accord. Et donc, on est à un bus aujourd'hui et on ambitionne justement mettre le reste. On est vraiment avancé dans les réflexions pour dupliquer ce bus. Parce que des fois, nous avons donc des demandes qui se chevauchent qu'on essaie de gérer. Donc, du coup, on va essayer d'ici là. Je ne pourrais pas donner de date comme Babacar Let's Go, mais je dis, nous sommes très avancés dans les réflexions. On aura un deuxième bus bientôt. Pour ce qui concerne donc la gestion, ben, c'est une mise à disposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mise à disposition à l'écosystème. Et pour que ça puisse fonctionner sur la période souhaitée, le timing et puis le trajet, il faut un certain nombre de préalables, tout simplement, c'est-à-dire que il faut un chauffeur qui fasse le travail, il faut donc l'animateur ou l'animatrice qui va donc conduire les travaux, il faut de la carburation et tout ça. Donc, c'est juste une prise en compte de ces éléments, mais l'obus est une mise à disposition opérée par Blue Lab. Parfait. Les dernières deux questions que nous avons, c'est comment est-ce que les structures d'accompagnement peuvent-elles innover avec des outils numériques tout en restant attentives à la question de l'accessibilité, de l'inclusion et de la littératie numérique des entrepreneurs qu'elles soutiennent? Et la deuxième et la question finale, c'est quel conseil donneriez-vous à une structure qui commence à intégrer les outils numériques dans ses services d'accompagnement? Alors, je vais y aller. Donc, pour la première question, comment s'assurer d'être le plus inclusif possible? Euh, Encore une fois, comme je donnais, et je pense que c'est aussi lié à c'est aussi lié à la deuxième question d'Eva. C'est de toujours, quand tu démarres ton expérience d'intégration du digital dans quoi que ce soit, en tout cas particulièrement dans l'accompagnement, commence par la cible et le contexte de la cible. Pas seulement le besoin de la cible, parce que tu peux avoir la même cible, enfin deux cibles qui ont des besoins euh, identiques, c'est-à-dire développer, enfin progresser enfin développer leur entreprise et trouver des financements, que ce soit dans une zone périurbaine ou rurale et dans une zone rurale, euh, et apporter des solutions et même un contenu d'accompagnement différent. Là, ce qui rend la chose différente, c'est le contexte dans lequel l'entrepreneur est et aussi le contexte dans lequel il a le besoin. Donc, c'est très important de démarrer avec ça pour ensuite dérouler euh, enfin, la stratégisation, tout en prenant en compte aussi ce que ton équipe ou en tout cas ton organisation a en termes de possibilités d'absorption du digital. Euh, Si je peux donner un exemple maintenant sur la partie un peu inclusivité. Tout à l'heure, j'en parlais en disant que quand on avait lancé Tambali, on avait des utilisateurs qui avaient du mal enfin, à utiliser le service parce que la qualité de la connexion n'était pas bonne. Mais surtout, on était sûr que en restant sur le français et sur l'anglais, on exclut beaucoup d'entrepreneurs qui ont une préférence en tout cas, qui utilisent mieux le contenu d'accompagnement si c'est en langue locale. Et donc ça nous a poussé à travailler sur une version Wolof de notre technologie, mais surtout aussi à collaborer aujourd'hui avec des institutions un peu plus, on va dire, panafricaines pour étendre cette possibilité en termes de langue locale. Donc aujourd'hui, on collabore avec AIMS, donc African Institute of Management and Science,
à Kigali, qui est en Afrique du Sud, au Sénégal, au Cameroun, et dans d'autres pays, et qui aujourd'hui, dans ces pays, à travers le réseau de chercheurs, nous permet également, voilà, d'anticiper sur d'autres langues et permettre à nos solutions, que ce soit Tambali, mais que ce soit aussi Let's Go, qui va être aussi accessible via WhatsApp de manière conversationnelle, qu'on puisse converser avec son incubateur, avec l'assistant intelligent de son incubateur dans la langue de préférence, mais surtout aussi de manière personnalisée. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour en liant les deux questions. Non, en fait, je pense que vous avez tous été familiers avec ce qu'on appelle le design thinking. C'est devenu genre un terme super tendance. Mais c'est vrai qu'en fait, tout ce qui est le développement un peu UX design, la première chose qu'ils vous feront faire, c'est ce que vient de dire Babacar, c'est le persona. Et le persona, c'est vraiment d'identifier votre cible d'un point de vue socioculturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue de plein de choses. Et ce qu'on appelle les pain points. Donc, en fait, les moments de difficulté ou de frustration de votre utilisateur et comment, en fait, la technologie ou l'outil va les résoudre. Donc, encore une fois, en fait, on passe par une analyse humaine avant de développer l'outil pour qu'il soit le plus efficace et le plus inclusif possible. Mais les personas, vraiment, il y a beaucoup de ressources sur Internet, donc c'est facile à le trouver. Il y a pas mal de Canva aussi qui existent. Vraiment, utilisez-les parce que c'est super pratique. Et que vous soyez une entreprise ou en fait une structure d'accompagnement, c'est la même chose. On doit toujours identifier son persona slash client pour avoir en fait le produit ou le service le plus adapté. Excellent. Donc, merci à toutes et à tous de nous joindre aujourd'hui. Ce fut une conversation riche et stimulante. Un grand merci à nos intervenantes pour leur contribution éclairante et leurs exemples concrets. Et merci également à vous, participantes et participants, pour vos questions, vos réflexions et votre énergie tout au long du session. Nous espérons que les échanges d'aujourd'hui vous ont donné des idées et des pistes concrètes à explorer dans vos propres contextes. Merci encore d'avoir pris part à cette conversation. Nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine session. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Bye bye.